mes parents m'ont abandonné seul à New York, sans argent, sans téléphone, sans visa, avec un mot, voici ta punition pour avoir tourné le dos à la famille. Ils m'ont puni parce que j'ai refusé de prêter 100 000 € à leur enfant chéri. 3 ans plus tard, ils sont revenus, demandant à voir mon fils, ce que ma femme a dit ensuite les a laissés sous le choc. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Duval, j'ai 35 ans et je suis le directeur financier d'une entreprise technologique de premier plan à Paris. Actuellement, ma vie est ce que j'appellerais paisible. J'ai une maison dans un quartier résidentiel de Paris avec un petit jardin où je vis avec ma femme fantastique, Isabelle, et notre fils Gabin, âgé d'1 an, qui commence tout juste à faire ses premiers pas hésitants sur ses petits pieds. Chaque matin, je me réveille au doux gazouillis de Gabin et d'Isabelle, ce son ne manque jamais de me faire sourire. Cela me rappelle à quel point la vie peut être significative. Mais ce bonheur n'est pas venu facilement. Derrière le calme que je vis maintenant se cache une histoire douloureuse que j'ai tenté d'enfouir ces 3 dernières années, et il y a tout juste 3 jours, ce passé a frappé à ma porte. Cet après-midi-là, j'étais assis dans la salle de jeu avec Gabin quand la sonnette a soudainement retenti, rapide et urgente, comme si quelqu'un avait besoin d'entrer. Quelques secondes plus tard, Isabelle est arrivée, la voix serrée par l'inquiétude, « Alex, tes parents sont au portail. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. À ce moment-là, mon esprit s'est emballé, comment ont-ils trouvé ma nouvelle adresse? Pourquoi sont-ils ici? Que veulent-ils cette fois-ci? Après un moment d'hésitation, j'ai décidé de leur faire face. Je ne les ai pas invités à entrer. Après près de 10 minutes de discussion avec Isabelle et moi, ils sont partis tranquillement sans un mot de plus. Le but de leur visite? Ils voulaient une chance de voir Gabin, mon fils. Mais nous avons dit non. Je dois vous ramener à ce qui s'est passé il y a 3 ans pour que vous compreniez à quel point j'ai pu être ferme et froid envers mes parents. C'était le summum de ma carrière, le moment où je venais d'être promu directeur financier de l'entreprise. Issu d'une famille modeste de la banlieue parisienne, j'avais gravi les échelons du monde de la finance. Être nommé directeur financier d'une entreprise technologique à croissance rapide était le résultat bien mérité d'années d'efforts acharnés. Lorsque ma promotion est devenue officielle, je suis retourné chez mes parents avec un grand sourire et une bouteille de champagne pour célébrer. Quand j'ai partagé la nouvelle, toute la maison s'est illuminée d'enthousiasme. Ma mère a applaudi de joie, mon père a fait un signe de tête fière, et même Léo, qui avait toujours été un peu jaloux de mon succès, a semblé sincèrement heureux et a levé son verre pour trinquer avec moi. Au milieu de ce moment joyeux, ma mère a lancé l'idée d'un voyage aux États-Unis, ever since we got married your father and I have always dreamed of visiting New York at least once in our lives. Le regard dans leurs yeux, si plein d'espoir et d'anticipation, a rendu difficile de dire non immédiatement. Au lieu de cela, je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Mon emploi du temps était chargé à l'époque et cela représenterait une dépense importante, je devais donc faire les calculs avant de leur donner une réponse. Après une semaine de réflexion approfondie et de considération financière, j'ai pris ma décision finale lors d'un dîner de famille ce soir-là. J'ai annoncé, d'accord, nous allons à New York. Nous resterons 4 jours et je m'occuperai de tout. Ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment ému. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, mon père m'a serré la main d'une prise ferme, les yeux pleins de fierté, et Léo, il a bondi comme un enfant excité. Poussé par cet enthousiasme, Léo a proposé, laisse-moi m'occuper de la planification. Je suis bon pour rechercher des voyages en ligne, vols, hôtels, visites guidées. J'ai de l'expérience avec tout ça. Envoie-moi juste l'argent et je m'occuperai de tout. Je l'ai regardé quelques secondes, puis j'ai acquiescé. Quelques jours plus tard, j'ai viré à Léo une somme énorme, près de 15 000 €, pour couvrir le voyage, ce qui incluait des billets aller-retour pour 4, un hôtel 5 étoiles au cœur de New York pour 4 jours, et des visites guidées des principales attractions. Quand j'ai envoyé l'argent, je lui faisais sincèrement confiance. Je croyais que ce voyage rapprocherait notre famille. Ce que je ne savais pas, c'est que lui faire confiance se révélera être la plus grande erreur de ma vie. Nous sommes arrivés à l'aéroport international de Paris-Charles de Gaulle 3 semaines plus tard, prêts pour notre vol de nuit vers New York. Je me souviens de ce moment si clairement, le bonheur sur les visages de mes parents m'a rempli le cœur. C'était leur première fois à l'étranger et j'étais fier d'être celui qui leur offrait cette expérience. Le vol a duré 8 heures, mais aucun de nous n'a pu dormir, nous étions trop excités. Ma mère n'arrêtait pas de feuilleter un guide de New York que Léo avait imprimé, mon père était fasciné par les commodités en vol et Léo était occupé à prendre des photos pour pouvoir les publier dès notre atterrissage.
Les 3 premiers jours à New York ressemblaient à un conte de fées. Nous avons séjourné dans un charmant hôtel de charme à Manhattan, avec une vue sur les avenues animées et les gratte-ciel emblématiques. Léo avait tout organisé parfaitement, des réservations dans des restaurants réputés à l'achat de billets pour les célèbres musées. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais pris la bonne décision en laissant Léo gérer les plans. Honnêtement, avec mon emploi du temps de travail chargé, je n'aurais pas pu le faire comme lui. Le premier jour, nous avons visité l'Empire State Building. Je revois encore ma mère debout en dessous, levant les yeux comme une enfant qui voit quelque chose de magique pour la première fois. Elle a murmuré, « Alex, je n'arrive pas à croire que je suis là. » Merci beaucoup. Le deuxième jour, nous avons passé toute la matinée au Metropolitan Museum of Art. Même mon père, un homme pragmatique qui avait toujours été concentré sur le travail et la famille, était captivé alors que nous explorions le musée. Cet après-midi-là, nous nous sommes promenés à Central Park. La lumière dorée du coucher de soleil new-yorkais se reflétant sur les immeubles imposants donnait à toute la ville l'impression d'une scène de film. Léo a suggéré que nous louions un bateau pour une croisière autour de la Statue de la Liberté et nous avons passé 1 heure à siroter du vin américain et à admirer la ville depuis l'eau. Nous avons dîné dans un petit restaurant cosy que Léo avait réservé à l'avance ce soir-là. Le repas, plats emblématiques et desserts variés a laissé mes parents bouche bée de joie. Le troisième jour, nous avons visité Times Square. L'ampleur et la folie du lieu nous ont tous laissés émerveillés. Ma mère n'arrêtait pas de prendre des photos, voulant immortaliser chaque seconde. Nous avons loué des audioguides et passé la journée entière à déambuler dans les rues animées, les magasins et les théâtres. Ce soir-là, Léo a suggéré un dîner dans un restaurant étoilé qu'il avait réservé plus tôt. C'était le repas le plus cher que nous ayons jamais eu en famille, mais cela ne me dérangeait pas de dépenser l'argent, pas quand je voyais à quel point mes parents étaient heureux. Tout au long du dîner, Léo et mon père n'arrêtaient pas de remplir mon verre. Léo a souri quand j'ai essayé de l'arrêter en disant que je commençais à être éméché, disant « Allez, mon gars, c'est un jour spécial. À quelle fréquence nous retrouvons-nous comme ça à New York? Tu dois boire pour fêter ça. » Voyant à quel point tout le monde était joyeux, je n'ai pas dit non. J'ai bu plus que d'habitude, des apéritifs aux accords mets vins et enfin des digestifs. À la fin de la nuit, j'étais tellement ivre que je me suis presque endormi au restaurant. Quand nous sommes rentrés à l'hôtel, je me suis dirigé directement vers ma chambre et je me suis endormi lourdement. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que quelques heures plus tard, je me réveillerais face à la trahison de ma famille. Le lendemain matin, le dernier jour de notre voyage, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant. La lumière du soleil entrait brutalement par la fenêtre, me piquant les yeux. L'horloge sur la table de chevet affichait presque 10 heures, anormalement tard pour quelqu'un comme moi qui se réveille habituellement à cette heure. Selon notre plan, nous étions censés être à l'aéroport JFK à 18 heures ce soir-là pour prendre notre vol de retour vers Paris. J'avais besoin de temps pour faire mes valises et quitter l'hôtel. Mais le silence étrange dans la chambre fut la première chose qui m'a troublé. J'ai appelé « Maman ? Papa ? Léo ?» Aucune réponse. J'ai supposé qu'ils étaient peut-être descendus au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. J'ai essayé de me rassurer en cherchant mon téléphone sur la table de chevet, mais il n'était pas là. Quelques secondes plus tard, j'ai bondi hors du lit. J'ai revérifié la table, rien. Pensant qu'il était peut-être tombé, je me suis agenouillé et j'ai regardé sous le lit, sous les meubles, toujours rien. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs, cherchant dans chaque recoin de la pièce, et c'est là que je me suis figé. Les bagages de mes parents et de Léo avaient disparu. Seuls les miens restaient, soigneusement rangés, comme si quelqu'un avait délibérément tout réorganisé. Une vague de panique m'a envahi. J'ai vérifié les poches de ma veste de costume et de mon pantalon, puis j'ai vidé ma valise, mon portefeuille, mon passeport et mon téléphone avaient disparu. Je me suis précipité à la réception de l'hôtel. À la réception, j'ai repéré Isabelle, la femme américaine aux cheveux bruns qui m'avait impressionné plus tôt par sa parfaite maîtrise du français. Je me suis approché du comptoir, le visage plein de panique. « Excusez-moi, Isabelle, ai-je dit, où est ma famille ? Leurs sacs ont disparu, ils ne sont pas dans la chambre. » Elle a semblé surprise et a vérifié l'ordinateur. « Ils ont réglé la note à 5 heures ce matin, » a-t-elle dit. « Ils ne vous ont rien dit ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Quelques secondes plus tard, elle a pris une petite enveloppe blanche et me l'a tendue. « Ils vous ont laissé ceci. » Je l'ai prise et l'ai ouverte immédiatement.
À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une ligne manuscrite, « Voici ta punition pour avoir tourné le dos à la famille ». Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette phrase. Quelques minutes plus tard, je me suis assis sur l'une des chaises du hall, avec l'impression que le monde autour de moi s'effondrait. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de passeport, pas de carte de crédit. J'étais coincé à New York, sans rien, tandis que le vol de retour vers la France partirait sans moi. Mais la trahison ne se limitait pas au fait d'être laissé sans rien. Ce qui m'a le plus brisé, c'est de réaliser que les personnes que j'avais aimées et en qui j'avais fait confiance plus que quiconque avaient froidement planifié cela. 3 jours de joie à New York avaient été une performance soigneusement mise en scène, et moi, quelqu'un d'entraîné à évaluer les risques financiers, je n'avais jamais vu le piège tendu par ma propre famille. Me voyant désespéré, Isabelle sortit de derrière la réception et se dirigea vers l'endroit où j'étais assis. Il n'y avait ni curiosité ni jugement dans ses yeux, seulement une gentillesse sincère et une préoccupation discrète. D'une voix douce, teintée de cet accent américain reconnaissable, elle demanda, « Monsieur Duval, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Voulez-vous que j'appelle la police ?» En entendant sa question, j'ai secoué la tête et j'ai essayé de rassembler mes pensées. Ma voix était tremblante lorsque j'ai répondu, « Non, merci. Je dois contacter quelqu'un en France, mais ils ont pris mon téléphone et mon portefeuille. » Après avoir écouté, Isabelle s'est assise sur la chaise en face de moi. Son ton était doux mais ferme lorsqu'elle a proposé, « Vous pouvez utiliser mon téléphone pour appeler. Je vais vous aider. » Son offre m'a semblé être une lumière au bout d'un tunnel sombre. Sans hésitation, elle a déverrouillé son téléphone et me l'a tendu en disant, « Allez-y et contactez qui vous voulez. Je vais vous faire un café. » Submergé par sa gentillesse, je ne savais pas quoi dire. J'ai acquiescé et pris le téléphone en murmurant un discret merci pendant qu'Isabelle allait faire le café. J'ai rapidement accédé à ma messagerie électronique et envoyé un message à Étienne. Dans l'email, je lui ai dit que j'étais bloqué à New York et j'ai inclus le numéro de téléphone d'Isabelle, que je venais de lui demander quelques instants auparavant. Après avoir appuyé sur envoyer, je devais encore attendre, mais j'ai ressenti un léger soulagement pour la première fois depuis mon réveil ce matin-là. Quelques minutes plus tard, Isabelle est revenue avec une tasse de café noir chaud et l'a posée devant moi. Avec un sourire fier, elle a expliqué, « C'est le café spécial de l'hôtel. Cela vous aidera à vous éclaircir les idées. » L'arôme seul a commencé à me calmer. Après une gorgée, l'amertume intense m'a réveillé. Je sentais mon esprit commencer à s'éclaircir. Reconnaissant au-delà des mots, j'ai regardé Isabelle et j'ai dit, « Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. » Elle n'a rien dit en retour, se contentant de sourire et d'acquiescer professionnellement. Environ 5 minutes plus tard, le téléphone d'Isabelle a sonné. J'ai su instantanément que c'était un appel de la France. Ce devait être Étienne, il avait dû voir mon email et appeler tout de suite. Dès que j'ai répondu, j'ai résumé la situation aussi clairement que possible, je suis à New York et j'ai de gros problèmes. Ma famille m'a abandonné ici. Ils ont pris mon passeport, mon portefeuille et mon téléphone. J'ai besoin de votre aide tout de suite. D'abord, contactez la banque et bloquez toutes mes cartes de crédit et de débit. Ensuite, appelez le consulat de France à New York pour signaler la disparition de mon passeport et organiser l'obtention de documents d'urgence. J'aurai besoin d'un passeport provisoire pour rentrer chez moi. Étienne n'a pas hésité. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Et l'argent liquide? Avez-vous besoin d'argent en attendant? Quand il a demandé de l'argent, j'ai admis, oui, mais je n'ai aucune idée de comment le recevoir sans pièce d'identité. Il n'a pas manqué un battement, je vais passer par Western Union ou MoneyGram. Je peux vous envoyer de l'argent avec un code. Quel est le nom de votre hôtel? Après avoir donné à Étienne les coordonnées complètes de l'hôtel, j'ai terminé l'appel avec un profond soulagement, car je savais maintenant que de l'aide était en route. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Juste au moment où je raccrochais, Isabelle s'approcha de nouveau. D'une voix légèrement plus enjouée, je lui dis « Merci. J'ai réussi à joindre mon assistant, mais je vais devoir rester à New York quelques jours de plus, le temps d'obtenir de nouveaux documents. Je voulais demander si l'hôtel me permettrait de rester et de payer plus tard. J'aurai l'argent dans quelques heures. » Elle marqua une brève pause, puis me donna une réponse que je n'attendais pas, « Je vais parler au directeur, mais je peux vous prêter de l'argent pour couvrir les premiers jours. » Son offre fut comme une brise chaude caressant un cœur gelé. Dans cet endroit inconnu, abandonné par mon propre sang,
une étrangère choisissait de me faire confiance et de m'aider. À cet instant, je me promis de ne jamais oublier sa gentillesse. Après avoir récupéré l'argent et être retourné à l'hôtel, j'ai tendu à Isabelle le montant nécessaire pour couvrir les jours suivants, mais elle a fermement refusé lorsque j'ai essayé de lui donner un supplément de 1 000 € en guise de remerciement. C'est alors qu'elle m'a regardé et a dit « Je vous aide en raison de qui vous êtes, pas parce que j'attends d'être payé ». Ces mots m'ont profondément ému, mais je voulais toujours qu'elle l'accepte, alors je lui ai dit « Ce n'est pas un paiement, c'est ma gratitude. J'espère sincèrement que vous l'accepterez ». Malgré mes insistances, Isabelle est restée ferme, elle ne l'a pas pris. 2 jours plus tard, mon nouveau passeport et mes cartes de crédit de remplacement sont arrivés. J'ai immédiatement réservé le vol le plus tôt possible pour rentrer en France. Même si son service était déjà terminé ce soir-là, Isabelle a proposé de me conduire à l'aéroport. Isabelle et moi avons beaucoup parlé pendant ces 2 jours d'attente. J'en étais venu à admirer sa gentillesse, son intelligence et sa confiance inébranlable en quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Un lien spécial s'était discrètement formé entre nous. Alors que nous nous tenions à l'aéroport, en train de nous dire au revoir, je l'ai regardée et j'ai ressenti une douce tristesse s'installer. J'ai réalisé que je ne voulais pas la quitter et que j'étais peut-être tombé amoureux d'Isabelle. Dans ce moment hésitant, j'ai demandé « Puis-je vous revoir ?» Elle a marqué une pause de quelques secondes, puis a fait un doux signe de tête. Même si je ne voulais pas partir, je savais qu'il y avait des choses dont je devais m'occuper en France. Avant de me diriger vers la zone d'embarquement, j'ai serré Isabelle fort dans mes bras et j'ai promis « Je reviendrai te chercher ». Et Alexandre Duval ne brise jamais une promesse. J'ai atterri à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle un peu plus de 8 heures plus tard. Il était déjà 23 heures. Je suis rentré directement chez moi et je me suis endormi profondément pour la première fois depuis des jours. Le lendemain matin, le premier endroit où je suis allé n'était pas le bureau, mais chez mes avocats. J'avais pris ma décision, ce que ma famille m'avait fait à New York n'était pas quelque chose que je pouvais pardonner. Il devait y avoir des conséquences légales. Au cabinet de maître Jacques Dubois, mon avocat, j'ai tout raconté. Jacques a écouté attentivement sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé sérieusement et a demandé « Alex, êtes-vous sûr de vouloir poursuivre votre propre famille en justice ? C'est une étape que vous ne pouvez pas annuler. » Je n'ai pas hésité, je suis sûr. Ils ont dépassé toutes les limites. Sans un mot de plus, Jacques a commencé à préparer les documents. Assis dans son bureau, un stylo à la main, j'ai senti ma main trembler un instant, mais ensuite j'ai pensé au visage bienveillant d'Isabelle et au sentiment écrasant d'être abandonné à New York. Avec une résolution tranquille, j'ai signé chaque page. Cette signature était plus que légale, c'était la ligne que je traçais entre moi et ceux qui m'avaient trahi. Une fois tout signé, Jacques a posé une main sur mon épaule et a dit « Je sais que ce n'était pas une décision facile, Alex, mais parfois il faut se protéger. » J'ai acquiescé en répondant « Je leur ai donné une chance. » Ils ont choisi la trahison. Quand Jacques a demandé ce que je voulais faire ensuite, j'ai clairement dit « Avancez vite. » Je veux qu'ils comprennent que les actions ont toujours des conséquences. Peu après le dépôt de la plainte, ma famille a commencé à réagir. Les appels n'arrêtaient pas, mais j'étais prêt. Le premier appel est venu de ma mère. Elle sanglotait au téléphone, la voix pleine d'accusations. « Alex, comment as-tu pu faire ça ? Nous sommes de la famille. » D'une voix froide et ferme, j'ai répondu « La famille n'abandonne pas les siens dans un pays étranger, sans rien. » Elle a essayé de se défendre à travers ses larmes, c'était juste une blague, nous ne pensions pas que ça deviendrait aussi grave. J'ai laissé échapper un rire amer, une blague ? Me prendre mon téléphone, mon passeport et mon argent pendant que j'étais dans un autre pays, c'est ça votre idée d'une blague ? Après ma mère, ce fut Léo qui a appelé, furieux. Dès que j'ai répondu, il a commencé à crier « Qu'est-ce que tu fais, Alex ? Tu es fou ? Tu poursuis ta propre famille en justice ? » Je suis resté calme et j'ai dit « Tu as créé cette situation. Maintenant, tu assumes les conséquences. » Léo a rétorqué « Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça ? On ne va pas te laisser nous ruiner. » À ce moment-là, je l'ai clairement averti, continue à me menacer, j'enregistre cet appel. Puis vint mon père, l'homme qui parlait rarement, a soudainement appelé d'un ton sec et cinglant, « Alex, tu déshonores cette famille. Aucun enfant ne poursuit en justice ceux qui l'ont mis au monde. » Mais je ne me suis pas senti coupable. J'ai répondu d'un ton neutre, « Alors laissez-moi vous rappeler qu'aucun père n'abandonne son enfant dans un pays étranger.
vous devriez vous faire examiner. Il a hurlé, Alex. Mais j'ai mis fin à l'appel là, tranquillement. J'avais enregistré chacun de ces appels, chaque menace, chaque insulte. Maintenant, des preuves supplémentaires pour le dossier. 2 mois plus tard, le procès a eu lieu au tribunal judiciaire de Paris. Je suis arrivé avec maître Jacques Dubois, muni de toutes les preuves, rapport de police de New York, déclaration sous serment d'Isabelle détaillant les événements à l'hôtel, et les enregistrements téléphoniques des menaces. Lorsque le juge a rendu son verdict, son ton était sévère et définitif, les défendeurs Richard Duval, Suzanne Duval et Léo Duval sont reconnus coupables de vol et d'intimidation criminelle. En entendant ces mots, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction froide. Justice était faite. Après le procès, mes parents et Léo ont reçu leur condamnation. Comme ils avaient coopéré pendant l'enquête et n'avaient techniquement pas abandonné mes affaires mais les avaient plutôt détenues, le tribunal n'a pas prononcé les peines les plus sévères. Léo a été condamné à 1 an de prison. Quant à mes parents, compte tenu de leur âge, ils ont reçu des peines avec sursis. En outre, ils ont été condamnés à me rembourser toutes les dépenses que j'avais encourues alors que j'étais bloqué à New York, y compris les frais d'hôtel, les documents de voyage d'urgence et les frais de justice. Ils ont également dû couvrir les honoraires d'avocat de Jacques et me dédommager pour le préjudice moral. Au total, cela représentait près de 50 000 €, y compris les pénalités civiles. Mais plus important que l'argent, une ordonnance d'éloignement permanente a été accordée, il leur était légalement interdit de me contacter à nouveau. Je n'ai jamais oublié ma promesse à Isabelle. Au cours des 2 mois qui ont précédé le procès, je me suis rendu 2 fois aux États-Unis pour la voir. Le premier voyage a eu lieu 1 mois après mon retour en France. Lorsque l'avion a atterri à New York JFK, mon cœur battait d'anticipation. J'ai acheté un bouquet de roses rouges à l'aéroport et j'ai pris un taxi jusqu'à l'hôtel où Isabelle travaillait. Je l'ai vue debout à la réception en entrant dans le hall. Au moment où ses yeux ont rencontré les miens, ils se sont illuminés de surprise. Elle a quitté le comptoir et s'est dirigée vers moi, la voix remplie de joie, « Alex. Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. » Entendant l'excitation dans sa voix, je lui ai tendu les fleurs et j'ai dit, « Je t'ai dit que je reviendrais te chercher. » Et Alexandre Duval ne brise jamais une promesse. Elle a pris le bouquet et a souri radieusement. Cette semaine que nous avons passée ensemble fut magique. Isabelle m'a emmené dans ses restaurants préférés à New York. Nous avons marché le long des rues animées pendant des couchers de soleil romantiques et avons parlé pendant des heures de la vie, des rêves et de tout le reste. Un soir, alors que nous étions assis dans un petit café près de Washington Square Park, je l'ai regardée et j'ai demandé, « Voudrais-tu être ma petite amie ?» Isabelle a souri et a dit, « J'attendais que tu me poses la question. » Quand elle a dit oui, j'ai eu l'impression qu'une lumière s'était rallumée en moi. Je me suis senti vraiment heureux pour la première fois depuis tout ce qui s'était passé à New York. Le deuxième voyage a eu lieu 2 mois plus tard. À ce moment-là, notre relation s'était approfondie. Nous avons passé du temps à apprendre à connaître nos familles respectives, nos passés et ce que nous voulions pour l'avenir. Dans les mois qui ont suivi, nous sommes restés en contact quotidiennement par appel, messages et appels vidéo, et à chaque fois, notre lien est devenu plus fort. Puis, un jour, environ 6 mois après le début de notre relation, j'ai reçu un message surprise d'Isabelle, « Devine où je suis. » Quelques secondes plus tard, elle m'a envoyé un selfie. Derrière elle, il y avait un panneau, « Aéroport Paris-Charles de Gaulle ». Je l'ai fixé sous le choc, puis je l'ai appelé immédiatement. « Tu es vraiment à Paris ?» Avec ce rire radieux et familier, elle a répondu, « Oui, je viens d'atterrir. Peux-tu venir me chercher ?» J'ai pratiquement volé hors du bureau, mon cœur battait la chamade alors que je conduisais aussi vite que la loi le permettait jusqu'à l'aéroport. Quand j'ai vu Isabelle sortir de la porte des arrivées internationales avec sa petite valise, j'ai couru droit vers elle et je l'ai serrée fort dans mes bras. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là, » ai-je murmuré. Toujours dans mes bras, elle a souri et a dit, « J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que je ne voulais pas vivre sans toi. » Isabelle est restée 1 semaine en France pour explorer et se familiariser avec la vie à Paris. Je l'ai emmenée partout, de la Tour Eiffel au Louvre, à travers les rues emblématiques de la ville et dans ses musées et galeries. Un après-midi, en nous promenant dans le jardin du Luxembourg, je nous ai arrêtés près du bassin. Le cœur rempli, je me suis agenouillé et j'ai sorti la bague en diamant que je portais depuis des jours. La regardant dans les yeux, j'ai demandé, « Isabelle, tu as changé ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Elle a haleté, couvrant sa bouche, les yeux remplis de larmes, puis après une pause qui a semblé une éternité,
Elle a acquiescé et a dit « Oui, je le veux ». Ce fut le moment le plus heureux de ma vie depuis tout ce qui s'était passé à New York. Et en glissant la bague au doigt d'Isabelle, je savais que j'avais trouvé la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. 3 mois plus tard, Isabelle a officiellement déménagé en France. Nous avons emménagé ensemble et avons commencé à préparer le mariage de nos rêves. La cérémonie a eu lieu dans un magnifique complexe de la Loire, avec seulement des amis proches et des collègues présents. Je n'ai invité aucun membre de ma famille. Lorsqu'une poignée de parents éloignés ont appelé pour se plaindre de l'absence de la famille, je leur ai dit sans détour, c'est ma vie et je vais la vivre à ma façon. Après le mariage, nous avons choisi la Polynésie française pour notre lune de miel. Ce fut une semaine incroyable au paradis. À notre retour à Paris, je pensais que notre vie conjugale allait enfin s'installer dans la paix, mais je me suis trompé. Peu après notre retour, la sonnette a retenti un dimanche après-midi tranquille. Quand j'ai ouvert la porte, Richard et Suzanne Duval se tenaient sur le pas de la porte, l'air épuisé et désespéré. Cela faisait plus d'1 an que je ne les avais pas vus et la vue m'a choqué, ils semblaient tellement plus âgés. Mon père avait perdu du poids et les cheveux de ma mère avaient de nouvelles mèches grises. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ma mère a fondu en larmes et a imploré, « Alex, tu dois nous aider, nous sommes sur le point de perdre la maison. » Je suis resté froid et posé, leur rappelant, « Je crois que l'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur. » Quand j'ai mentionné l'ordonnance, mon père a baissé la tête et a admis, « Nous savons, mais c'est une urgence, Alex. Nous avons besoin de 300 000 € pour sauver la maison. » Stupéfait par le chiffre, j'ai demandé, « 300 000 €? Pourquoi tant ?» D'une voix pleine de honte, ma mère a avoué la vérité, « Après que tu aies refusé d'investir dans Léo, nous avons secrètement contracté une hypothèque sur la maison pour financer son projet crypto. » En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de ressentir l'amère ironie de la situation. Mon père a ajouté, « Tout a disparu maintenant. Après 1 an, l'argent est parti. Nous ne pouvons plus faire face aux intérêts et la banque menace de saisie immobilière. » J'ai secoué la tête et j'ai répondu fermement, « Je ne peux pas vous aider. » Désespérée, ma mère a proposé une autre option, « Alors peut-être pourrais-tu nous acheter la maison pour 350 000 €? Nous resterions et te paierions 1 000 € de loyer par mois. » J'ai eu un rire amer et j'ai répondu platement, « Je n'ai aucun intérêt à racheter une maison remplie de souvenirs douloureux. » Et avec ce refus final, j'ai fermé la porte et les ai laissés se débrouiller seuls. Cela a pu paraître cruel, mais je n'étais pas prêt à retourner à un passé où je n'étais rien d'autre qu'une personne à utiliser. Après que j'ai refusé de les aider, ma famille a décidé de jouer leur dernière carte. Ils ont vendu leur version de l'histoire à un tabloïd local, qui l'a publié sous un titre sensationnel, « Directeur financier millionnaire et sans cœur abandonne sa famille en difficulté ». Quand j'ai lu l'article, j'ai vu à quel point ils avaient effrontément dénaturé la vérité. Après avoir réussi, ils me dépeignaient comme avide, sans cœur et déconnecté de mes racines, omettant totalement le fait qu'ils m'avaient abandonné à New York et les vraies raisons de notre éloignement. Mais j'avais appris à gérer ce genre d'attaque. Au lieu de me laisser entraîner dans une bataille de boue, j'ai laissé mon équipe juridique s'en charger. Maître Jacques Dubois a publié un seul communiqué de presse, concis, professionnel et étayé par des preuves solides. Le communiqué incluait une copie du rapport de police que j'avais déposé à New York, une déclaration sous serment d'Isabelle détaillant les événements à l'hôtel, des documents du consulat de France à New York concernant la délivrance d'un passeport d'urgence, et surtout, des enregistrements audio des appels téléphoniques menaçants que j'avais reçus. Une fois cette déclaration rendue publique, le récit a basculé presque instantanément. L'opinion publique a basculé en ma faveur. Les gens ont condamné le comportement de ma famille et leur tentative de salir ma réputation a spectaculairement échoué. Humiliée, ma famille s'est retirée des feux de la rampe. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. Une nuit, excité par le cirque médiatique, un groupe de parents éloignés excessivement émotifs s'est présenté devant ma maison. Ils se tenaient sur le trottoir, criant « Alex Duval, sors. Nous voulons des réponses. » J'ai vu une foule d'environ 10 personnes hurlant agressivement à travers la fenêtre. J'ai immédiatement appelé les services d'urgence, ou le 17. Le répartiteur a demandé « Vous sentez-vous menacé, monsieur ?» D'une voix calme, j'ai répondu « Oui. » Ils se sont rassemblés illégalement devant ma maison en proférant des menaces. 10 minutes plus tard, la police est arrivée et a dispersé le rassemblement. L'officier en charge s'est approché de moi et a dit « Nous avons enregistré l'incident. S'ils reviennent, appelez-nous tout de suite. » Quand il a demandé si je voulais porter plainte,
j'ai secoué la tête et j'ai répondu, pas besoin. Je veux qu'ils comprennent que la loi est de mon côté. Après cette vague de crises successives de la part de ma famille, mendicité à ma porte, attaques médiatiques, protestations devant ma maison, je me sentais épuisé, complètement vidé. 2 mois plus tard, Isabelle et moi avons vendu l'ancienne maison et avons déménagé dans un nouveau quartier de Paris, le quartier de Montmartre. C'était un quartier vibrant, plein de jeunes familles, et le meilleur de tout, personne ne connaissait notre histoire. Au même moment, j'ai changé de numéro de téléphone et d'adresse email personnelle. Je voulais une rupture nette avec le passé, une déconnexion totale. Le jour où nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, une charmante parisienne avec un petit jardin à l'avant, Isabelle m'a réservé une surprise. Quand je suis rentré du travail, elle m'a accueilli à la porte avec un sourire mystérieux. Elle m'a conduit au salon et a dit, « J'ai un cadeau spécial pour fêter la nouvelle maison. » Elle m'a tendu une petite boîte soigneusement emballée. Quand je l'ai ouverte, à l'intérieur se trouvait une image échographique en noir et blanc. Au début, je n'ai pas compris ce que je regardais, mais cela m'a frappé en regardant de plus près et en voyant les mots « 12 semaines » imprimés sur l'image. D'une voix tremblante, bouleversée, j'ai demandé « Tu es sérieuse ? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas ?» Isabelle a acquiescé, les yeux brillants, « Nous allons avoir un bébé. » À ce moment-là, j'ai fondu en larmes, des larmes de bonheur, les premières que j'avais versées depuis tout ce qui s'était passé à New York. J'ai serré Isabelle fort dans mes bras et j'ai murmuré « Merci. Tu m'as donné une vraie famille. » Mais sous cette joie, il y avait un léger fil de peur, une pensée lancinante et silencieuse que le passé pourrait un jour revenir et blesser l'enfant qui grandissait en elle. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fait un vœu silencieux, je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger cette nouvelle famille. Cet enfant grandirait entouré d'amour et de sécurité, sans jamais avoir à endurer le chaos, la trahison et la douleur que j'avais autrefois connues. La grossesse d'Isabelle s'est déroulée paisiblement. Mois après mois, je me suis impliqué à chaque étape, de chaque examen de routine à l'aménagement de la chambre de bébé. Nous avons décidé de ne pas connaître le sexe du bébé avant la naissance, voulant que ce soit une surprise. 6 mois après notre déménagement, un matin de mars, Isabelle a commencé le travail. Après 12 heures, Gabin Duval est né, un petit garçon en bonne santé avec de grands yeux curieux, tout comme ceux de sa mère. Lorsque le médecin a placé Gabin dans mes bras, j'ai ressenti un amour puissant que je n'avais jamais connu. Regardant son petit visage, j'ai murmuré « Bonjour, papa te protégera toujours. » À partir du moment où Gabin est entré dans nos vies, tout a changé. Je suis devenu le genre de père que je n'aurais jamais imaginé pouvoir être. Chaque matin avant le travail, je me réveillais tôt pour le nourrir et changer sa couche. Après le travail, la première chose que je faisais en rentrant à la maison était de le tenir dans mes bras et de demander à Isabelle comment s'était passée leur journée. Les soirées sont rapidement devenues mon moment préféré de la journée. Je donnais le bain à Gabin, préparais son biberon et le berçais pour qu'il s'endorme avec les berceuses qu'Isabelle m'avait apprises. En le regardant s'endormir dans mes bras, j'ai réalisé que parfois, le bonheur est magnifiquement simple. Quand Gabin a eu 1 an et a commencé à apprendre à marcher, j'ai passé chaque instant libre avec lui. Nous avons construit des châteaux de sable dans le jardin, je lui ai appris ses premiers mots et je n'arrêtais pas de rire en le voyant marcher à petits pas chancelants sur l'herbe, déterminé à faire chaque petit pas hésitant. Je pensais que la vie resterait paisible comme ça, simple, joyeuse, entière. Mais il y a 3 jours, tout a basculé, le jour où mes parents ont frappé à nouveau. Alors que je m'avançais vers le portail, le cœur lourd, j'ai vu Richard et Suzanne Duval se tenir de l'autre côté. 3 ans s'étaient écoulés. Ils semblaient plus âgés, plus usés. Quand ma mère m'a vu, elle a commencé à pleurer, sa voix tremblante alors qu'elle suppliait, « Alex, nous savons que nous avons eu tort. Nous voulons voir notre petit-fils, juste une fois. C'est tout ce que nous demandons. » Je suis resté là en silence, le visage illisible, mais à l'intérieur, les souvenirs de New York ont déferlé comme une tempête. Puis mon père a parlé, la voix rauque et lourde d'émotion, « Alex, nous avons fait des erreurs. Nous regrettons tout. S'il te plaît, donne-nous une dernière chance. » Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Les blessures étaient encore trop profondes. Avant que je ne puisse dire non, Isabelle est sortie derrière moi, berçant Gabin dans ses bras. Elle s'est tenue à mes côtés, puis s'est doucement avancée devant moi, me protégeant avec une force tranquille. Regardant mes parents droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme, elle a dit, « Je ne veux pas que mon fils grandisse en sachant que ses grands-parents ont un jour abandonné son père dans un pays étranger,
sans rien. Sur ces mots, Isabelle s'est retournée et m'a ramené à l'intérieur. Elle a fermé la porte doucement mais de manière décisive. Cette porte ne s'est pas seulement refermée sur leur visage, elle a clos tout un passé rempli de douleur. À l'intérieur, j'ai serré Isabelle dans mes bras et j'ai murmuré « Merci. Tu as protégé notre famille. » Elle a souri et a répondu « C'est ce que tu aurais fait si c'était ma famille. » Nous nous protégeons mutuellement. La regardant avec une gratitude profonde et silencieuse, j'ai dit « Tu m'as montré ce que signifie la famille. » Même si j'ai tourné la page sur le passé, il reste encore des questions dans mon cœur qui n'ont pas de réponse facile. Ce soir, alors que je regarde Isabelle dormir à côté de moi et que j'écoute la respiration régulière de Gabin dans la pièce d'à accent grave côté, je ressens une paix profonde et tranquille. Voici ma vraie famille, les personnes qui me soutiennent, me protègent et même sans condition. Peut-être que mon histoire n'a pas la fin que les gens espéraient. Il n'y a pas eu de pardon en larmes, pas de chaleureuse retrouvailles. Mais c'est la vraie vie. Toutes les relations ne peuvent pas être sauvées, toutes les blessures ne peuvent pas être guéries. Ce qui compte, c'est de savoir quand lâcher prise, quand se protéger et quand choisir le bonheur plutôt que l'obligation. C'est là que mon histoire se termine. Mais avant de clore ce chapitre, je veux vous demander, ai-je eu tort de poursuivre mes parents en justice il y a 3 ans? Ai-je eu tort de refuser leur plaidoyer de voir leur petit-fils juste une fois? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Prenez soin de vous et je vous retrouverai dans la prochaine histoire.